Bonjour, monsieur Christian Vera. Valère. Valère, bonjour, monsieur. Vera. Valera, pardon, excusez-moi. De toute façon, je noterai, je mettrai les liens aussi pour votre livre, etc., sous la vidéo pour les gens qui sont intéressés. Vous m'aviez contacté sous une de mes vidéos concernant Weston Price, si je me souviens bien, et pour me dire que vous aviez écrit un livre sur le sujet des dents dévitalisées. Et donc, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous étiez d'accord de m'accorder une interview, parce que pour parler de Price et en particulier de ce sujet des dents dévitalisées, parce que le docteur Weston Price, je parle beaucoup de lui sur ma chaîne YouTube, mais plus en ce qui concerne l'alimentation et plus en ce qui concerne son livre Nutrition et dégénérescence physique. Après, ses autres livres, je ne les ai pas lus. Et en fait, j'ai mis du temps à les trouver. J'ai fini par trouver un livre qu'il a écrit sur les dents, mais c'est très technique, hein. C'est vraiment un dentiste qui a écrit ça pour d'autres dentistes. Mais donc voilà, moi je suis plutôt novice en ce qui concerne la santé des dents et c'est pour ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui parce que vous êtes, je peux dire expert ou en tout cas vous êtes vraiment bien penché sur ce sujet-là. Et donc je suis sûre que vous allez pouvoir nous parler de plein de choses intéressantes là-dessus. Parce que moi j'ai fait deux vidéos sur les dents où je parlais de ma petite expérience personnelle. Et ça a intéressé beaucoup de monde et j'ai beaucoup de monde qui me contacte depuis pour me demander mon avis sur que faire quand il y a une carie, que faire quand il y a une dent dévitalisée. Moi, je me suis un petit peu intéressée au sujet, mais vraiment pas plus que ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très bien que je vous ai aujourd'hui et que on puisse discuter de tout ça avec un expert ou en tout cas quelqu'un qui s'est bien penché sur la question. Donc, voilà, c'était une petite intro un petit peu longue, mais en fait, je vais vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous y connaissez en dents, en Weston Price, etc. Allez-y, je vous écoute. Bon, merci de me dire que je suis expert, mais bon, disons que j'ai quelques connaissances et je les ai mis en ordre, effectivement dans un livre. Donc, moi, je suis au départ plutôt un technicien. J'ai fait de l'électronique et puis après, je suis devenu ingénieur du son et j'ai travaillé donc dans l'audiovisuel. Voilà. Alors, comme tout le monde, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai fait d'autres démarches. Je me suis intéressé à la santé euh, par la naturopathie parce que je me suis rendu compte que ce que j'appelle moi la médecine conventionnelle, qui est parfois très performante et puis parfois elle est moins performante, voilà, et voire elle a du mal à donner des résultats aux patients. Voilà. Donc, si je fais un petit peu une histoire, euh, pourquoi je me suis intéressé aux dents, dans un premier temps, c'est un ami qui a rencontré un médecin. Cet ami, il avait des gros soucis depuis très longtemps, à la fois de maux de tête très importants. Vous savez, ces gens qui ont des maux de tête qui commencent et qui durent pendant des journées et des journées, et associés à une hypertension, c'est-à-dire des tensions artérielles qui étaient dans les 20, 21, des choses comme ça, ce qui est beaucoup, hein, sachant que à partir de 15-16 en tension artérielle, on dit que c'est une tension artérielle élevée. Voilà. Donc, il va rencontrer un médecin qui lui dit, bah, écoutez, peut-être que vos problèmes pourraient devenir de vos dents dévitalisées. Bon, et qui lui dit, bah voilà, bah, peut-être qu'il faudrait les sortir, voilà, les extraire. Et donc, il va mettre à peu près un an à prendre ses décisions. Il va demander l'extraction à un dentiste de 5 dents dévitalisées. Et puis, le soir de l'extraction, il va avoir un très, très grand mal de tête. Et depuis, c'est-à-dire c'était en 1994, ben, il a plus mal à la tête et sa tension artérielle est retombée. Voilà. Donc, on va dire retombée, c'est régularisé, c'est normalisé. Bon, bah, c'était assez étonnant. Et puis, le médecin en question lui avait, pendant les vacances, conseillé de lire un livre d'un médecin stomatologue français qui s'appelait Davo Koubi. Et Davo Koubi, effectivement, était un stomatologue qui était très, très appliqué et qui avait remarqué, effectivement, qu'en extrayant des dents dévitalisées, en soignant certaines dents, il arrivait
à soigner des pathologies qui étaient ailleurs. C'est-à-dire que par les soins dentaires, il pouvait, il aboutissait à des soulagements, voire des guérisons sur d'autres pathologies. Et donc, on s'est rendu compte, il s'est rendu compte qu'effectivement, euh, ce qu'on faisait dans la bouche avait un impact sur tout l'organisme. Et alors, les stomatologues sont des médecins qui ont fait une spécialité, on va dire, en dentisterie. Voilà. Donc, son premier livre s'appelle Les dents, c'est la vie. Et puis après, il y a aussi un autre livre qui s'appelle La santé dans votre bouche. Voilà. Et puis sur ce, pour ma part, j'ai fait des études de naturopathie dans un établissement qui s'appelle le Sénato, avec à l'époque Daniel Kieffer. Et à la fin du cursus de naturopathie, il y avait, pour terminer le cursus, un mémoire à faire. Et j'ai décidé de faire mon mémoire sur ce problème des dents dévitalisées. Parce que personne n'en parle. Donc, je me suis dit, je sais pas. Alors moi-même, j'essaie aussi fait extraire 2 dents dévitalisées, donc j'ai senti un grand soulagement. J'avais aussi des maux de tête, alors qui étaient moins importants que ceux de mon ami, puisque ces maux de tête étaient inopinés, donc très, 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 très délicats. Ils étaient beaucoup moins graves que ceux de mon ami, et moi, j'avais toujours sur moi de l'aspirine, des Ferragant, enfin des produits comme ça pour passer les maux de tête. Ça marchait assez bien. Donc voilà. Bon, il se trouve que là, en n'ayant plus de dents dévitalisées, j'ai plus de maux de tête. Et donc ça date aussi de ces années 94-95. Donc là, on est à pratiquement 30 ans après. Donc, euh, donc voilà, donc c'est intéressant. Voilà, donc j'ai fait ce mémoire-là. Et donc, j'ai voulu faire un mémoire sur ce problème-là. Et dans mes recherches, j'ai trouvé le livre d'un docteur qui s'appelle le docteur Meining, Meining, qui lui a fait un bouquin qui est une synthèse des travaux de Weston Price. Parce qu'effectivement, les travaux de Weston Price, c'est des, c'est des gros pavés à manger, quoi. À l'époque, à l'époque, c'est-à-dire au siècle dernier, c'était principalement en anglais. Le bouquin de Mining, il est aussi en anglais, mais je me suis attelé à sa traduction et puis comment dire, à résumer d'une part et à l'enrichir aussi des informations que je pouvais rencontrer. Voilà donc dans un premier temps, ce qui m'a amené à d'une part rencontrer le problème des dents dévitalisées, travailler dessus et pour finir faire ce petit livre. D'accord. Et du coup, votre livre s'appelle comment? C'est quoi le titre et où est-ce qu'on peut le trouver? Le livre s'appelle La vérité cachée sous vos couronnes dentaires. Voilà. Et c'est publié, comment dire, à la demande sur un site qui s'appelle Je publie mon livre qui dépend de chapitre.com. Voilà. Donc, D'accord. euh, donc il est possible de l'acheter. Il est aussi possible de me contacter pour que je l'expédie sans que je gagne d'argent. Voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité parce que c'est pas toujours évident. Normalement, il est en vente partout, chez Amazon et ainsi de suite. D'accord, ok. Bon, bah, je mettrai des liens si des gens sont intéressés. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés de toute façon. Donc, dans votre livre, donc, vous parlez de quoi en fait? Un peu de tout ce que vous venez de dire, de vos découvertes sur Esson Price, sur les autres auteurs, de votre expérience personnelle, un peu tout ça. C'est une synthèse un petit peu de tout ça? Oui, au début, moi, c'était le premier livre. Enfin, j'étais pas dans le but d'écrire un livre, j'étais dans le but de faire un mémoire. Donc, un mémoire, c'est effectivement trouver des informations, raconter des expériences, aller un petit peu plus loin et, comment dire, essayer de mettre tout ça en ordre. Donc, ça, c'était en 1999. J'ai abouti dans le livre 20 ans après pour organiser tout ça. Alors, pour cheminer un petit peu dans cette histoire, c'est-à-dire que Davokoubi, dans son livre, principalement, racontait beaucoup d'expériences. Ce qui est génial, c'est-à-dire que dans son livre, il cite plein de cas, et plein de cas qu'il a vécu lui-même en tant que thérapeute, en tant que stomatologue. Voilà. Lequel? Le premier livre ou le deuxième livre? Les deux. Les Les deux? deux, la D'accord. santé dans votre bouche ou les dents, c'est la vie. Donc, Alors,
Ouais, juste une petite parenthèse donc sur lui, ces livres on peut les trouver où? Parce que moi j'ai tapé son nom et puis j'ai trouvé donc son deuxième livre en libre là en libre accès sur Internet. Je pourrais peut-être mettre le lien. Enfin, je sais pas si j'ai le droit ou pas, mais enfin j'ai juste tapé son nom et c'est apparu comme ça. Et le premier livre, par contre, je l'ai pas vu, mais j'ai pas beaucoup cherché non plus. Mais voilà. Où est-ce que ouais. Les livres sont épuisés. Ah Bon, bon, d'accord. j'ai eu la chance au siècle dernier de pouvoir de pouvoir procurer. Bon, bah, donc je pense que je mettrai quand même le lien du PDF que j'ai trouvé du deuxième livre, qui m'a l'air très intéressant. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, enfin feuilleté en ligne là, avant qu'on se parle, mais il a l'air vraiment très intéressant, très complet. Et le premier, bah, du coup, je verrai s'il est possible de le trouver aussi sur Internet et je mettrai le lien si je le trouve. Quand j'ai lu ces livres, il y a vraiment quelque chose d'important que j'ai rencontré, dont parle Davo Kubi de manière très claire, c'est le mal du sucre. Oui, Et, euh, et puisqu'on parle du mal du sucre, après, il y a le bouquin de Daniel Starenkish que tu connais peut-être, si je peux te tutoyer. pas de souci. Bah, justement, je savais pas trop si on allait se tutoyer ou vous voyez, mais on peut se tutoyer, pas de souci. Oui, oui. Il y a le livre de Daniel Starenkish qui s'appelle Le mal du sucre. Je pense que c'est très lié, en tout cas, à un de tes axes de travail, qui est la candidose. Je pense que Oui, le sucre enfin, tu es, d'accord avec ça, quoi. C'est très, très lié. oui. Et au passage, d'Agnès Tarenti, je ne sais pas, tu as lu ce livre? Non, 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 non. Elle fait un peu une histoire de la consommation du sucre qui commence à peu près avec, on va dire, avec les grandes découvertes. Et à un moment, elle dit, ouais, je vais résumer comme ça, elle dit que l'histoire de la folie s'écrit en parallèle avec la montée de la consommation du sucre. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, l'autre auteur dont on a parlé juste avant, il a un petit chapitre pareil où il parle d'un moment de prisonniers avec qui on a fait l'expérience de les priver de sucre entièrement. Et après quelques semaines ou je sais plus, quelques mois de régime sans sucre, ils avaient plus d'agressivité, ils étaient beaucoup plus calmes et ils ont eux-mêmes ensuite demandé à ce que cette alimentation continue. Ouais, ouais. Et on le voit aussi, d'ailleurs, sur beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs, surmenés et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ingèrent une telle quantité de sucre qui est un choc d'énergie tellement important que ils ont une obligation presque physique d'exprimer cela, quoi. Eh C'est-à-dire que oui. c'est comme une bombe qui explose, qui explose en eux, quoi. Mm, mm. Alors, on va revenir à l'histoire donc de mon travail donc dans le livre, c'est-à-dire que j'ai suivi en partie donc ce que Meining disait en résumant l'histoire de Price, c'est-à-dire que euh, Price donc va lui aussi faire des expériences et donc il va faire des expériences effectivement en se rendant compte que Pardon. lui il était aussi stomatologue ou dentiste, je crois qu'il était dentiste, c'était au Canada. Et donc, il y a sa première expérience, c'est qu'il y a une patiente âgée qui est bourrée de rhumatisme, et puis il y a des dents dévitalisées, et puis il se dit, mais elles m'inspirent pas beaucoup ces dents dévitalisées, je vais les sortir. Et la patiente revient quelques semaines après, et elle est toute contente parce qu'elle peut marcher facilement, et puis parce qu'elle peut se remettre à coudre et à tricoter. C'est-à-dire que ces rhumatismes qui avaient atteint beaucoup de ses articulations sont partis. Et puis, donc, il va continuer comme ça à faire des expériences. Alors, elle a un côté un peu malheureux, mais il faut en parler tout de même, c'est-à-dire que comme c'était un scientifique du début du siècle, voire fin du 19e, il va se dire, mais il y a quelque chose dans ses dents qui est un problème. Voilà. Bon. Et donc, il va faire ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il va mettre la dent sous la peau de lapin. Et ces lapins vont décéder rapidement, et souvent dans de maladies qui sont proches ou similaires des dents des patients, des patients. Voilà. Et donc va se créer une théorie qui s'appelle la théorie de l'infection focale. Et donc il va se poser la question de qu'est-ce qui peut faire que les dents
dévitalisées sont toxiques. Alors bien sûr, à peu près tous les médecins sont relativement conscients qu'une dent dévitalisée peut être toxique. Voilà. Je dirais que pas tous les médecins et pas tous les dentistes, et loin de là, hein. En tout cas, en France, il y a du travail à ce niveau-là, j'ai l'impression, hein. Alors oui, alors ce qui se passe, c'est que on va dire qu'ils en sont avertis et qu'ils sont aussi formés pour travailler de telle sorte qu'elle soit le moins toxique possible. Voilà. Et expérience après expérience, Weston Price va démontrer qu'il est impossible de faire de telle sorte qu'une dent dévitalisée ne soit pas toxique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose d'infectieux dans la dent, et principalement, il va trouver toujours des souches de streptocoque. Alors le streptocoque, c'est vrai que ça a l'air anodin, mais j'ai remarqué ça, c'est-à-dire que plein de gens, enfin plein de gens, il y a des gens qui tout à coup vous disent, moi je fais de l'érysipèle. Alors qu'est-ce que c'est que l'érysipèle? Le médecin, il vous dit, ah ben c'est un streptocoque qui s'est installé. Il me dit normalement il est là, mais c'est rare qu'il soit pathologique. Mais effectivement, quand il s'installe quelque part, c'est-à-dire quand il va au-delà de certaines limites du corps, ben, ça s'appelle l'érysipèle, entre autres. Cette histoire de l'infection focale, et souvent les gens ont de l'érysipèle, pas forcément sur la peau du visage, et ça peut être à distance. Voilà. Donc c'est pour rapprocher avec l'infection focale. Euh, voilà. Depuis que je m'intéresse aux histoires des dents dévitalisées, sans arrêt, je note des détails en rapport avec les dents. Il y a eu quelques années de ça, euh, un comique assez connu, bon, on n'aime pas, qui s'appelle Jean-Marie Bigard. Et tout à coup, il est parti en ambulance, et son cas était très très grave, et ainsi de suite. Et dans l'article du journal, il cite que ensuite, à l'hôpital, ils ont remarqué qu'il y avait une dent dévitalisée qui était toxique, et ils l'ont extraite. Ah, je n'étais pas au courant. Ouais, D'accord. non, alors, quand je rencontre ça, hop, je mets de côté le document parce que c'est incroyable à quel point on peut en trouver partout. On trouvera dans mon livre d'autres citations là-dessus, mais euh, c'était Le Parisien qui avait publié il y a quelques années une personne aveugle qui se fait extraire des dents. Bon, c'est un peu compliqué, donc on fait une anesthésie générale. Et quand il se réveille, le type dit je vois. Voilà. Donc voilà. Bref, donc l'infection focale. Voilà. Alors bon, évidemment, on va se passer ce qui se passe souvent quand il y a des choses comme ça, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont dire mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est autre chose, et ainsi de suite. Voilà. Donc il va étudier tout ça. Il va vraiment démontrer tout un tas de situations comme ça où les dents effectivement produisent donc des maladies à distance, hein. Euh, donc, par exemple, pour revenir sur le sujet d'avant, euh, quand vous avez une dent qui est dévitalisée, donc le dentiste va prendre soin de creuser un trou dans la dent. Alors, pourquoi il creuse un trou et pourquoi il prend soin de creuser le trou? Ben, parce qu'il se dit, il faut vraiment que je sorte toute la matière vivante qui est dans la dent. Mais bien souvent, ben, il ne fait qu'un trou, alors il essaye d'en faire un deux parce qu'il y a plusieurs parties vivantes dans la dent, mais il va toujours oublier une partie dans la dent. Et quand il a fait ça, il dit, de toute manière, quand j'ai fait ça, il faut vraiment que je bouche l'intérieur de la dent. Mais ça, c'est impossible de boucher complètement parce que le produit qu'on met dedans, il se rétracte. Voilà. Mais il se rétracte. Donc voilà, donc c'est pas possible de faire ça. Il va remarquer beaucoup de choses. Il va remarquer, par exemple, à l'époque de la grippe espagnole, donc dans les années, un petit peu avant les années 20, à l'époque de la Première Guerre mondiale, il va remarquer que une grande majorité, il donne un pourcentage de ses observations à lui, dans 72% des cas où la grippe espagnole avait été grave, hein, puisqu'on pouvait faire la grippe espagnole comme une petite grippe, et puis parfois ça a été plus d'autres personnes. Donc, il va se rendre compte que 72% des gens qui font une grippe espagnole grave ont des dents dévitalisées. Et il va remarquer aussi, Price, qu'une des cibles préférées de ces infections focales, c'est
le système cardiovasculaire et les articulations. Justement, oui, c'était une de mes questions. Alors, je ne sais pas si peut-être vous alliez l'aborder après ou si on peut en parler maintenant. Mais du coup, il peut y avoir beaucoup de maladies causées par les dents dévitalisées. Donc, effectivement, Price, il a beaucoup parlé des maladies cardiovasculaires et effectivement tout ce qui est problème articulaire. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a les maux de tête, il peut y avoir des tas de symptômes différents. Donc, est-ce que vous avez peut-être une liste de maladies qui pourraient être causées par les dents dévitalisées? Et c'est tentant hein, d'avoir une liste de maladies. Mais la réponse est toutes. C'est- Oui, parce c'est- qu'en fait, ça implique une infection insidieuse et généralisée en fait dans le corps qui peut aller n'importe où, c'est ça, et donc qui peut toucher tous les organes. mais peut-être pas que les organes. C'est-à-dire que ça peut aussi. Alors, ça dépend ce qu'on appelle un organe. Hein. Après, on rentre dans des mots, mais des problèmes de peau, des problèmes psychiques. Mhm. Voilà. Donc ça, effectivement, bon, je tiens pas à vendre mon livre, hein, c'est pas le problème. Mais dans le livre, je fais un peu une liste, mais la liste est grande, quoi. C'est-à-dire qu'on parlait, on évoquait tout à l'heure l'hyperactivité de certains enfants, mais il raconte aussi l'histoire d'un enfant qui vient amené par ses parents. Il voit que les dents sont dans un état pas possible et c'est tellement difficile que l'enfant est extrêmement agressif, quoi. Il veut, enfin, il tape sur tout le monde, sur sa sœur, et ainsi de suite. Et il enlève les dents. Et dans l'instant où il enlève les dents, il y a un soulagement. Donc, autant le psychisme que les organes, que la peau, euh, que parfois certaines personnes ont des difficultés à avancer dans leur vie, quoi. Enfin, des choses comme ça. Donc, c'est incroyable. Et alors, la question que tu poses, elle est intéressante parce qu'elle soulève une réflexion, c'est-à-dire, est-ce que c'est que les bactéries qui posent des problèmes? Voilà. Et alors, j'ai aussi travaillé sur un autre livre d'un autre docteur qui s'appelle le docteur Issels, ce livre s'appelle Cancer, une deuxième opinion. Voilà, un deuxième point de vue. Voilà. Et donc, lui, il a eu une clinique à une époque et il a beaucoup travaillé sur des gens qui avaient du cancer. Hein. Et donc, il a essayé dans son livre de dire, voilà, c'est quoi dans les dents qui peut proposer une maladie à distance. Et donc, bon, il fait son bouquin comme tout le monde et il dit, bah, il y a quatre possibilités. Ça peut être nerveux, ça peut être toxique, c'est-à-dire que des bactéries génèrent des toxines, donc il y a des sous-produits qui se créent. Ça peut être allergique et ça peut être bactérien, ça on en a parlé juste à présent. Voilà. Et donc, moi, une des conclusions que je donne par rapport au travail de Price, c'est que Price, il a beaucoup cherché, et Sells aussi, mais enfin, on ne sait pas pourquoi. Donc, il se passe quelque chose. Voilà. Moi, j'aime pas trop parler de causes énergétiques, et ainsi de suite, mais il y a des moments, on peut se dire, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette présence-là qui viendrait autre chose? Voilà, je ne sais pas. Et il faut espérer que d'autres personnes trouveront tout ça. Je voudrais revenir aussi, c'est que sur quelque chose qu'a fait Price, mais pas que Price, d'autres médecins, d'autres chercheurs dans le monde ont découvert aussi le fait que dans les dents, il y a une dent vivante, donc en fait, elle est irriguée en permanence. C'est-à-dire que il y a un système hydraulique qui fait que en permanence, c'est comme s'il y avait un flux de liquide qui s'échappe de la dent. Et à partir du moment où elle est dévitalisée, ce flux n'existe plus. Et par ces canaux-là, effectivement, euh, ça peut être la porte aux bactéries. Alors, c'est une question effectivement que je me pose. Quand on a, comme moi, par exemple, on m'a mis une couronne, mais sur une dent vivante. Euh, alors, moi, ce que je crois, c'est que une des manières de reminéraliser ses dents, c'est par, enfin, la nature, le corps le fait tout seul par la salive. Le contact de la salive sur les dents, ça permet, si on a une bonne alimentation, etc., de reminéraliser la dent si jamais il y a une petite faiblesse ou un début de carie ou quoi.
Par contre, je me demandais justement quand c'est comme c'est mon cas là, avec une dent vivante, mais qui est complètement bloquée par une couronne qui l'étouffe en fait de partout. La Mais cosse, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, qui l'étouffe et qui l'empêche d'être en contact avec la salive. Par contre, il y a la racine qui est bien en contact avec la mâchoire, etc. Donc, est-ce que la dent reçoit quand même des nutriments suffisamment pour rester en bonne santé comme ça? Ou le fait qu'elle soit étouffée par la couronne, ça a de connexion? enfin, qu'est-ce qui t'amène à penser que la salive participe à la minéralisation de la dent? C'est rien de prouvé, c'est mes discussions avec certaines personnes comme Souchama que j'ai interviewé sur ma chaîne et par déduction, voilà, c'est rien de précis de scientifique. Ça serait intéressant de creuser ça. Euh, Moi, je te dis tout de suite, j'ai un peu du mal à penser qu'il puisse y avoir du calcium dans la salive. Alors, sous forme ionique, Ah bah, il y mais a de tout dans la salive quand même. ouais, mais la salive, elle a quand même pour but de, comment dire, de préparer la digestion. Donc, la salive, ça va être évidemment de l'eau, avec autant que possible des enzymes, Mhm. ce qui me paraît logique. Bon, enfin, c'est effectivement une supposition, mais en tout cas, toi, tu dirais que la dent peut être nourrie. Donc, par exemple, ma dent qui est coiffée d'une couronne, parce que, bon, moi, j'ai cette dent comme ça depuis quoi, 20 ans maintenant. Et, mais du coup, bon, elle est toujours là, hein. Pour l'instant, j'ai pas de problème à part ma couronne qui fait saigner ma gencive. Mais ma dent dessous, elle est toujours là, elle est toujours sensible, donc elle est toujours vivante. Mais donc, toi, tu dirais que, il y a quand même un échange constant qui se fait euh, avec le sang et qui nourrit directement la dent. C'est fait pour, hein, de toute manière, l'os, la dent, c'est un os particulier, évidemment, mais a priori, l'os, il se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Mhm. Voilà. Maintenant, ça, c'est, je suis pas un spécialiste hein, des os, mais Mais je me dis, pour garder cette image, c'est comme si on avait un os qu'on... il y a les trois quarts de l'os qu'on recouvre d'un matériau artificiel qui l'empêche d'être baigné dans son milieu naturel. ça, c'est une vraie question. Hmm. Et peut-être qu'on en parlera après, mais ouais, c'est une vraie question. C'est-à-dire, mais on peut être en avance, c'est-à-dire, quand on est conscient de tout ça, de tout un tas de choses dont on va parler, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on choisit avec ce qui est positif et avec la question de ce qui est négatif et dans quelle mesure on peut dealer avec ça, quoi. Parce Bah, qu'évidemment, alors ça, c'est sûr qu'il va falloir que je te pose ces questions-là, parce que tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que je fais? De un, si j'ai une dent dévitalisée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'enlève? Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever? Est-ce que, il y a plein de gens qui ont des dents dévitalisées qui n'ont jamais de soucis, ou est-ce que en fait tout le monde a des soucis avec ces dents dévitalisées? Première question. Si on enlève, j'ai eu le cas d'un client justement ce matin qui me dit qu'il a bien réfléchi, il va faire enlever sa dent dévitalisée et il m'a dit bah, je vais mettre un implant au zirconium à la place. C'est le matériau le plus biocompatible, etc. Mais voilà, enfin, moi personnellement, j'ai le point de vue de dire que tout corps étranger planté dans le corps, j'aime pas trop l'idée. Mais donc voilà, si on veut enlever sa dent dévitalisée, c'est quoi les options? C'est de laisser un trou, c'est de mettre un implant, c'est de mettre une dent amovible, c'est de mettre un bridge. Et il va falloir qu'on parle de tout ça. on y va tout de suite ou tout à l'heure? Allez, ah bah, comme tu veux. Oui, 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 oui. Non, mais c'est oui. Voilà, bah, évidemment. Bon, moi, j'avais deux dents digitalisées. Ouais, tant pis. J'ai commencé, je finis. Je les ai faites sortir. J'en ai les bienfaits et je suis bien content. J'avais pas d'atteinte grave, mais en tout cas, j'en suis bien content. En fait, moi, je dis d'abord, ça, c'est une décision personnelle à prendre. Voilà.
en étant bien informé. Si on sort une dent dévitalisée, est-ce qu'il est possible, en faisant de l'orthodontie, de boucher le trou? Voilà. Ça a été la solution que j'ai choisie. C'est-à-dire que il n'y avait pas qu'une dent, que deux dents dévitalisées, il y avait aussi des sagesses qui ne voulaient pas sortir. Voilà. Donc, on espérait que les sagesses prennent la place. Elles ont pas pris, on les a sorties aussi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Maintenant, si on ne peut pas faire ça, je suis très réservé comme toi sur l'implant. Voilà. Puisque Mm. l'implant, c'est quelque chose d'installé qui peut être toxique. Maintenant, effectivement, avec ces zirconiums, ils prétendent de plus en plus que la toxicité est très faible. Et de Mm. plus, ça rend, comme disent beaucoup de dentistes, ça rend des services. Pourquoi pas, c'est à essayer. Voilà. Et puis, pour moi, je Enfin, il y pense. a, il y a- il y a- il y a quand même des témoignages de personnes qui ont des problèmes avec les implants, hein. Il y Oui, a- oui, Donc, oui. bon, après, c'est ça. Est-ce que c'est un coup de chance ou de pas de chance? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont des dents dévitalisées. Mes parents, c'est le cas. Et puis, ils me disent, oh, ben, moi, j'ai aucun souci avec mes dents dévitalisées. Bon, à côté, ma mère a de l'hypothyroïdie. Mon père, il a un début d'Alzheimer. Enfin, on n'en sait rien, en fait, si ça cause pas de problème. Mais toi, tu penses que de toute façon, chez tout le monde, ça cause problème. C'est ça? Chez 100% des gens? Je veux dire oui. Je vais dire D'accord. oui. Et puis, voilà, parce que tu me demandes de prendre position et je vais dire oui. Maintenant, après, c'est à chacun de choisir. Moi, je ne les garderai pas, Ouais. personnellement, et je ne les ai pas gardés. Maintenant, je respecte les gens qui font autrement, puisque, Oui, c'est une question super compliquée de se faire enlever des dents. parce C'est que sûr que c'est le très truc, c'est personnel, que, ouais. voilà, ce qui est important de voir, enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que moins il y a de signes locaux d'infection, plus on peut penser que l'infection se situe ailleurs. Alors voilà, ça c'est super intéressant. Et effectivement, j'aurais peut-être oublié d'en parler, mais justement, c'est pas parce que la dent ne fait pas mal, la radio ne montre rien, et que votre dentiste dit tout est bien fait, ça montre rien, tout est parfait. C'est pas parce que tout dit que tout est dans le vert qu'il y a vraiment aucun souci, on est d'accord. Parce que Ouais. ça, j'en vois plein hein, de gens qui vont voir leur dentiste en disant, bah, dent dévitalisée, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci? Alors le dentiste, il fait un examen, il fait une radio, il dit, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'infection. Mais on est d'accord que, il peut y avoir infection malgré tout. Mais si tu es plus loin. Et ailleurs, et ailleurs. C'est-à-dire Voilà, que c'est ça. si je reviens sur mon histoire de la grippe espagnole, c'est-à-dire que il y a des gens, ces gens-là, là, les 72%, ils avaient des dents digitalisées, tout allait très bien. Et tout à coup arrive un stress un petit peu élevé par rapport à ce qu'ils sont, et à ce moment-là, ah, ça devient très grave. Voilà. Et puis, quelqu'un qui est malade à un moment ou à un autre, on va dire plutôt, les maladies, c'est après 40 ans, les grosses maladies, enfin les gros problèmes, il arrive après 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ainsi de suite, quoi. Mais quand on découvre ces Ouais, il y a maladies, de plus en plus de jeunes qui ont des soucis, mais ouais, ouais, oui, 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 mais oui, ils ont été bien shootés au sucre, donc voilà, donc voilà. Donc, entre autres choses. Mm. ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Et donc, cette maladie qu'on rencontre à 50 ou 60 ans, ok, elle n'a pas commencé l'année d'avant, elle a commencé 10, 20, 30 ans avant. Donc, qu'est-ce Mm. qu'on sait? On n'en sait rien, quoi. Parce que finalement, moi, je, je vous avoue que je parle de moins en moins ouvertement du problème des dents dévitalisées, parce que, évidemment, je rencontre plein de gens qui disent, ce que tu as dit tout à l'heure, mon dentiste a regardé, il m'a dit oui, vos dents dévitalisées, elles sont parfaites, tout va bien. Bon, ben voilà. Et puis 5, 10 ans après, ces gens-là, c'est triste, ils disent ah oui, ben effectivement, j'ai un cancer, effectivement, j'ai une sclérose en plaques, effectivement, j'ai ceci, effectivement, j'ai cela, et puis ainsi de suite. Et bon, mais je dis rien, hein, je veux dire, c'est pas la peine. Je parle encore de moi, mais en fait, je suis venu pour ça, hein. Donc, Ouais. j'ai la chance et l'expérience de travailler avec une personne qui faisait de la cancéro de manière assez intensive. Et, et je voyais ces patients. Bon, je m'occupais de quelque chose, d'un petit test sur les patients. Et j'ai jamais vu des gens très malades avec aucune dent dévitalisée. Jamais, jamais. J'ai jamais vu quelqu'un.
de très malade. euh, Parce qu'au début, il y a un moment, j'étais un peu obsédé, quoi. Donc, dès que je voyais quelqu'un, pouf, j'essayais de voir la bouche pour voir comment c'était dedans, quoi. C'est fou. Alors, bon, faut pas, enfin, je voudrais me retenir d'être excessif dans ce truc-là. Mais en tout cas, là, dans ce cabinet médical, c'était des chantiers dans la bouche incroyables, quoi. Et donc, bon, ok. Mais quand ils ont eu les dents dévitalisées à l'époque, tout allait très bien, quoi. Ils pensaient que ils avaient réglé le problème. Puis, de toute manière, ce qu'ils demandaient au dentiste, c'est que ça soit joli. Voilà. Et puis fonctionnel. Voilà, c'est tout. Mais par contre, l'influence que ça pouvait avoir après, ça, il s'en occupait pas. Donc, Alors, donc, juste, donc, en fait, je ne sais pas si c'est que j'ai mal suivi ou que j'ai mal compris, mais du coup, toi, tes dents dévitalisées, tu as fait quoi à la place? Tu les as enlevées et tu as laissé comme ça ou... alors, j'ai enlevé deux dents supérieures Ouais. et j'avais les dents très écartées à l'époque, encore plus que maintenant. Donc, j'ai été voir un orthodontiste qui, Tu as lui, tout resserré. qui a resserré pour arriver à combler les espaces. Et euh, ça a suffi pour combler les espaces de deux dents retirés. Alors, moi, j'ai fait ça à 6 ans, à peu près, par là. Ouais. 36 ans. Donc, les possibilités de travail sont pas aussi. Donc, ça a comblé, mais il y a quand même un petit espace. Enfin, ça a fait au mieux. C'est- Voilà. c'est- C'était quoi comme dents? C'était des molaires? Alors, il y avait une molaire et une prémolaire. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Il y avait une molaire et Donc, une prémolaire. Et donc, c'est lourd et c'est cher. Parce c'était que quoi? C'était un appareil dentaire, comme quand on est ado, là? C'était des fils, oui, c'est ça? c'est C'est ça, ça. c'est ce truc que j'ai porté pendant plus de 2 ans, y compris D'accord. à mon mariage. Voilà, donc c'est quand même D'accord. particulier. Mais bon, euh, bon, moi, j'étais assez convaincu de la chose, hein. Il y avait suffisamment d'expérience pour que je sois convaincu de la chose. Donc ça le faisait. Et alors, du coup, ça, c'est une option à savoir que je connaissais même pas, donc c'est bon à savoir. Quelles autres options tu pourrais conseiller? Donc, si on veut pas mettre un implant, par exemple, qu'est-ce que tu penses du fait de mettre un bridge, de mettre une dent amovible en espèce de résine, ou je sais pas trop comment ils font ça, qui s'enlève, qui se remet à volonté? C'est très bien. C'est très très bien. Ouais, je pense que Ma compagne, c'est le mieux, hein, c'est le moins invasif. ce qu'elle a fait, C'est ce qu'elle a? on est un petit peu, ouais, je veux pas être négatif, mais on est un petit peu gêné actuellement parce que la mode de la pose des implants est très puissante actuellement et extrêmement lucrative, hein. Voilà. N'oublions pas que la médecine, Eh oui. beaucoup d'histoires d'argent qui interviennent dans ce secteur. Alors, ça m'amène à la deuxième question, parce que pour trouver un dentiste qui, de un, soit ouvert au danger des dents dévitalisées, de deux, accepte de retirer une dent dévitalisée qui ne présente aucun problème avec radio, etc., et de trois qui fabriquent des dents amovibles, chacune de ces étapes-là, chacune de ces trois étapes, c'est difficile, hein. Déjà, trouver un dentiste ouvert. Déjà, rien que ça, moi, personnellement, ça fait des années que je compile un peu des dentistes que certains de mes clients me conseillent pour trouver des dentistes ouverts sur différentes choses. Mais voilà, et j'ai plein de clients qui veulent. Enfin, plein. J'ai eu quelques exemples de clients qui m'ont dit, ben voilà, moi je voudrais me faire enlever ma dent dévitalisée, mais mon dentiste ne veut pas. Comment on fait? Est-ce que tu as des contacts? Vachement heureux, je suis vachement heureux de trouver quelqu'un qui partage cette préoccupation avec moi. Voilà. Donc, euh, Oh, on est plein, hein. On est plein, hein. si tu as des infos, je suis preneur. Comment t'expliquer? Euh, Quand moi j'ai pris conscience de ça en 1994, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui était très porté là-dessus. Voilà. Je préfère pas dire son nom actuellement parce que
C'est une personne qui s'est retirée de la stomatologie, et c'est une personne qui était vraiment très convaincue de ça. Je pourrais te dire qui c'est, mais je peux pas citer son nom sans son accord. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la chose était très simple. Et aussi, il y avait le fait que, euh, comme je disais tout à l'heure, les implants ont pris une grande part du marché de la dentisterie. Il y a d'ailleurs des dentistes qui ne font plus que ça. Et en contrepartie, les prothésistes ont moins de boulot et sont moins. Il est très difficile actuellement de trouver un bon prothésiste pour faire un petit dentier qui comporte, comme tu dis, une dent en résine ou dans un matériau avec deux crochets de chaque côté afin de reconstituer donc l'arc dentaire. Et donc voilà, donc ça fait partie du problème aussi. Voilà. Donc je crois que c'est, en tout cas, je trouve ça génial si toi, tu as réussi à rencontrer des dentistes un petit peu ouverts à ça. Moi, je cherche beaucoup. J'en connais un. J'en ai pas encore rencontré, mais je parle beaucoup à beaucoup de clients tous les jours. Et dès qu'il y en a un qui me raconte qu'il a vu un dentiste ouvert sur, par exemple, pour enlever des plombages et qui a fait le protocole qu'il fallait avec charbon actif, etc. Ouais. Juste ça, déjà, ça montre que le dentiste est un peu ouvert. Donc, en fait, j'ai juste compilé des dentistes que certains clients m'ont dit qui étaient orientés un peu naturaux ou voilà, ouverts à des choses que beaucoup de dentistes ne sont pas. Voilà, mais je ne les ai pas encore rencontrés encore, hein, personnellement en tout cas. Tu me donnes l'occasion d'effectivement parler d'un dentiste qui se disent énergéticiens. Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure que j'aime pas trop ce terme énergie parce qu'il casse beaucoup de choses. Et je suis un petit peu, ouais, je veux dire, je suis un petit peu pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de dentistes dits énergéticiens qui passent systématiquement à côté des dents dévitalisées et Mm. qui mettent en avant, et c'est ce qui est le plus mis en avant, le problème des métaux en bouche. Voilà. Donc, il y a plein de bouquins là-dessus. Donc, il y a des bouquins, effectivement, qui parlent beaucoup du problème des métaux en bouche. Oui, et Mais ça on n'en a pas parlé encore, mais tu es d'accord que c'est un problème, c'est évident. je suis partagé. Voilà. Je suis D'accord. partagé. Je suis partagé parce que, dans le principe, je pense que mettre des métaux dans la bouche, c'est souvent pas une bonne chose. Dans le principe, c'est pas une bonne chose. Il semblerait, bon, et là, peut-être toi, tu as plus d'infos que moi, il semblerait que dans le temps, ce qui a été posé en bouche, la toxicité qu'il y avait à ce moment-là, elle n'existe pratiquement plus. Voilà. Et ça, je suis d'accord pour dire que c'est discutable, hein. Ça me va très bien. Voilà. Mais ce qui me gêne, c'est les dentistes qui mettent la priorité là-dessus et qui ne s'occupent pas des dents dévitalisées. De même que des dentistes qui mettent la priorité sur l'occlusion dentaire et qui ne s'occupent pas des dents dévitalisées. Moi, ce que je dis souvent, mais bon, moi, je suis content, il y a toi aussi maintenant, enfin peut-être d'autres, quoi. Moi, je suis un des rares à parler de ce problème des dents dévitalisées, quoi. C'est extrêmement exceptionnel, quoi. Tous les Oui, dentistes que je c'est vois, compliqué. Ouais. ils disent ah oui, les métaux, ah oui, l'occlusion, ah oui, ceci, mais il y a des choses, enfin, à mon avis, qui me semblent plus prioritaires que ça. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'en France, il y a un problème à ce niveau-là, hein, mais aux États-Unis et en Allemagne, ils ont l'air beaucoup plus ouverts que nous à ce sujet. Et apparemment, la plupart des dentistes, enfin, je ne sais pas si c'est la plupart, mais il y a plus de dentistes au courant du problème des dents dévitalisées aux États-Unis et en Allemagne qu'en France. Alors, peut-être qu'une solution serait de se faire soigner par un dentiste en Allemagne, par exemple, si on est en France. Je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible, ça m'intéresse. Tu parles des États-Unis. Peut-être que tu as vu le film qui a été Je ne l'ai pas vu, mais il est connu, oui, mais je ne l'ai pas regardé, non. qui a été financé par Netflix. Route Canal, mais puis il a été enlevé finalement de Netflix. Oui, on le trouve toujours, hein. Sur Netflix? Non. Non, tu le trouves Non. en libre sur YouTube. Ouais, c'est ça, je crois que je l'ai vu sur YouTube, mais je ne l'ai pas regardé, non. Parce que, en fait, je suis convaincue déjà que c'est effectivement toxique, donc je me suis dit, j'ai d'autres recherches à faire, mais effectivement, ce serait bien que je le regarde, oui. Ben, c'est-à-dire que ça peut être intéressant. Enfin, moi, je pense que
tout ce qui peut être diffusé pour sensibiliser les gens à cela. Le film s'appelle Root Cause, Ah, donc root cause, ouais. Mhm. et cause, Cause, et il faut mettre VO derrière. Voilà. Parce que si on met root cause, on arrive sur plein de choses. Si on met root cause VO, on tombe sur le film, on peut le voir, il y a une traduction en français. D'accord. Euh, bon, avec cette fin qui peut être discutable, puisqu'on aboutit à un implant au zircon, hein. Ah, voilà, ouais, ouais, ok. Mais bon, en tout cas, on voit dans le film l'itinéraire de quelqu'un qui, par accident, va se faire dévitaliser une dent et qui, peu de temps après, a des troubles divers et variés, qui essaye toutes les thérapeutiques possibles et puis qui, par chance, un jour, trouve la solution qui était la dent dévitalisée. L'extraction des dents dévitalisées, est-ce que, euh, est-ce que ça marche toujours? Mm. C'est-à-dire, si on a une grosse pathologie, est-ce Mhm. que extraire les dents dévitalisées, Est-ce qu'on est sûr que ça nous soulage sur quelque chose? ouais, ça c'est aussi une question. Voilà. Aussi bien Kubi que d'autres disent que parfois, le phénomène qui s'est créé à distance suite à la dent dévitalisée est devenu autonome. Mm. C'est-à-dire que il est parfois trop tard. Voilà. Donc, c'est aussi un élément de réflexion par rapport au fait de se dire, OK, je garde mes dents dévitalisées, oui, mais peut-être que quand la personne prendrait, alors on va dire conditionnel, la décision, peut-être qu'il serait trop tard par rapport à la pathologie qui s'est installée et qui là, et là, et puis, alors, voilà. Issels, dont je parlais tout à l'heure, lui, il dit que dans tous les cas, ça peut aider. C'est-à-dire que ça peut aider à une amélioration. Mais bon, si on revient sur Weston Price, euh, donc il y a toute cette histoire de Weston Price qui découvre donc que les dents dévitalisées peuvent être toxiques, peuvent produire donc des maladies à distance. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va entreprendre un voyage autour du monde pour effectivement voir comment sont les dents des différentes personnes et à ce moment-là se rendre compte que ces personnes qui sont soit en mauvaise santé et puis les autres qui sont en bonne santé, donc il va faire ce voyage, je pense que tu connais bien, qui est en Suisse, dans le Pacifique, en Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va se rendre compte que les gens, les personnes qui ont des dents, alors soit dévitalisées, mais apparaît aussi le fait que les dents sont mal placées. C'est-à-dire que ensuite, les personnes auraient besoin, si elles ont les moyens, de faire de l'orthodontie. Donc, c'est simultané et ça apparaît simultanément avec le fait que ces personnes-là vont consommer de plus en plus de sucre, de produits Mm. raffinés et ainsi de suite, hein, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie du grand travail de Weston Price qui est là. Et donc, quand moi j'ai lu cette histoire-là sur Weston Price qui découvrait tout ça, qui découvrait donc l'intérêt d'avoir une alimentation la plus, on va dire, la plus naturelle possible, hein. C'est toujours difficile de définir ce que veut dire naturel. Moi, j'avais pas fait attention. C'était à cette époque-là. Et en fait, j'ai découvert donc cette alimentation-là. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord sur le terme d'alimentation vivante, peut-être pas. Donc, je l'ai découvert par une femme qui s'appelle Geneviève Dormoy, qui, elle, s'était soignée en revenant à l'alimentation crue. Voilà. Et donc, elle a fait, comment dire, elle avait un cancer euh, du sein ou des seins, je ne sais plus si c'était un ou deux. Et dans sa famille, beaucoup de personnes étaient décédées des traitements du cancer du sein. Et elle a dit, OK, j'ai un cancer du sein, mais moi, je ne ferai pas comme dans ma famille, je ne veux pas faire ça, puisque de toute manière, ça n'a pas marché. Et peut-être ça aurait pu marcher, je ne sais pas. Et donc, elle a rencontré un naturopathe qui, lui, l'a aiguillée effectivement vers l'alimentation vivante. Et elle est partie donc dans ce truc-là. Et elle a eu vraiment une grande période de rémission, hein, puisque
On sait que le cancer, a priori, c'est difficile d'en guérir. Par contre, on peut avoir des longues périodes de rémission. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai découvert l'alimentation vivante. Et après, je me suis rappelé de ce que disait Weston Price. Voilà. D'après toi et tes recherches, comment apparaît une carie? Parce que notamment quand on lit un peu le livre de, comment ça s'appelle là, le livre La santé dans votre bouche, Avocubi. et justement il dit que le sucre c'est une chose, voilà, que le sucre c'est une chose, mais que c'est pas seulement le sucre. Et il parle notamment du stress, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est un gros facteur. En fait, tout ce qui déminéralise peut causer des caries. Ça va, tu m'entends encore? Parce que j'ai un Oui, signal oui, qui me dit oui. que j'ai pas trop de signal Internet. Ça va? Oui, oui. Ok. Là, c'est parce que je réfléchis. Bon, mais d'accord, ok. Mais voilà, donc la carie, on nous dit qu'il faut bien se brosser les dents. Alors, je sais pas du coup si tu as vu mes vidéos où je parle de mon expérience personnelle avec ça, où j'ai fait l'expérience de plus me brosser les dents pendant des mois et à boire beaucoup de miel. Et puis, j'avais fait ça pendant 4 mois et j'étais allée voir une dentiste. Puis, j'avais zéro carie. Et après, j'avais continué l'expérience à pas me brosser les dents ou rarement. Et effectivement, alors j'avais une carie qui est apparue mais que je pense pas lié à ça, sinon j'aurais des caries plein la bouche parce que j'ai fait ça pendant presque 5 ans, ou peut-être 5 ans, du coup, de pas me brosser les dents ou de rarement me les brosser. Donc moi, je pense pas que le brossage de dents soit nécessaire pour éviter les caries. Par contre, pour la santé des gencives, je pense que oui, c'est mieux de se brosser les dents. Donc voilà, je sais pas, est-ce que tu as une idée personnelle, une opinion personnelle sur ces histoires de caries, de brossage de dents? Si on en revient à Price, je ne sais pas si c'est Price qui dit ça, mais quand il va faire des photos, tu as Alors vu oui, Price, il le dit clairement. Il le dit notamment quand il parle des Suisses. Il dit qu'il a des dans un village où il vit presque en vase clos et ils se brossent pas du tout les dents. Ils ont les dents pourries avec enfin pourries dans le sens sale avec presque des algues qui poussent dessus et les gencives. On voit des photos, c'est des gencives gonflées et pas très jolies. Par contre, très très peu de caries. Et à l'opposé, il va dans un village en contact avec la civilisation où les enfants se brossent les dents plusieurs fois par jour avec du dentifrice. Ils ont donc Price le dit, hein, il dit ils ont de très belles gencives et avec un soin pareil aux dents, ils devraient avoir des dents parfaites sans caries et au contraire, ils ont énormément de caries comparé à la peuplade, enfin au village précédent, quoi. À mon sens, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur cette histoire de carie. Il y a un chercheur qui a démontré par rapport au flux qui va de l'intérieur de la dent vers l'extérieur, donc qui met grosso modo la dent en pression pour empêcher que des bactéries rentrent. Et ce chercheur a démontré que quand on consomme du sucre, ce flux s'inverse. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, la question aussi, c'est à quelle époque de la vie est-ce qu'on a le plus de caries? Ça, À c'est... l'enfance, hein, généralement. Comment? À l'enfance, généralement. Ouais, alors il y en a à l'enfance. Alors, bon, je sais pas, il faudrait confronter, il y a des analyses sociologiques à faire, mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup à l'adolescence et au passage à l'âge adulte. Là-dedans, en tout cas l'émail, c'est la matière la plus dure du corps humain. C'est extrêmement dur, en plus ça a une forme euh, complètement comme ça, donc les forces sont vraiment il faut vraiment qu'elle soit violente pour, pour que ça casse. Et bon, alors, chacun sa vie, hein. Pour moi, je pense que le passage adolescence-adulte, au niveau psychologique, c'est un passage très riche, mais en même temps très dur psychologiquement. C'est-à-dire, c'est un moment où il y a une, comment dire, il y a des changements, il y a des choses qui arrivent, et surtout la prise de conscience qu'on a de ce qui arrive est très important. L'enfant est dans une certaine innocence de ce qui lui arrive. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cette histoire de sucre, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect psychologique qui fait que certaines personnes, c'est des clichés que je veux dire, mais peuvent être dans un tel état comment dire, de dépréciation d'eux-mêmes qu'ils en arrivent à se casser eux-mêmes, qu'ils en arrivent eux-mêmes à se casser les dents. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut jouer, parce que, euh, en tout cas, dans mes amis, dans les gens que j'ai connus, bon, je suis souvent amené à parler des dents avec les amis que je rencontre,
souvent quand je dis, mais c'est arrivé comment ces histoires-là, à quelle époque de ta vie? Et ce passage adulte-adolescence n'est jamais très loin. Hein. Donc D'accord. évidemment, il y a ces caries qui se produisent quand on est enfant. Euh, Mhm. alors, parce qu'effectivement, l'alimentation des enfants actuellement, elle est assez nulle, quoi. Enfin, il y a des gens qui font attention, heureusement, mais donc c'est pour ça que si j'étais dans des montagnes en Suisse, que je me nourrissais que de ce qu'il y a dans les montagnes, je pense qu'effectivement la brosse à dents aurait moins d'importance. Maintenant, je suis pas dans les montagnes, je suis en ville. Mon alimentation est au mieux de ce qu'elle peut, mais je fais des écarts et ainsi de suite. Et donc, je pense que là, il faut se brosser les dents. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de doute. Brossons-nous les dents. Ok, peut-être ça sert pas à grand-chose, mais bon, c'est mieux, je crois. D'accord. Non, oui, bah, du coup, moi, d'avoir expérimenté sur moi et puis je l'ai fait, je me suis lancée parce que j'avais l'exemple de Souchama que j'ai interviewé sur ma chaîne, qui l'avait fait et qui se brossait plus les dents depuis des années. C'est ça qui m'a donné le courage d'essayer. Moi, c'était d'abord pour l'expérience parce que j'en avais marre de saigner à chaque fois que je me brossais les dents autour de ma couronne, là, cette couronne qui n'a jamais, qui n'est jamais allée en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter de me brosser les dents. Et comme je disais, voilà, hein, la première fois que j'ai fait cette expérience, je me suis vraiment pas du tout brossé les dents pendant 4 mois. Et c'était une époque où je m'étais beaucoup privée de sucre parce que je venais de faire un protocole pour justement me guérir de ma candidose. Donc j'étais en presque zéro sucre depuis des mois. Et j'étais très frustrée en sortant de ce protocole. Du coup, les 4 mois où je me suis pas brossé les dents, je buvais à peu près 1 litre de miel tous les 2 ou 3 jours. Vraiment, je n'exagère pas. Et en rentrant en France, j'avais rendez-vous chez la dentiste et du coup, bah, pour voir si ça m'avait donné des caries, quoi, hein, de ce que j'avais fait. Et puis aussi, j'avais des taches sur une molaire au fond et je croyais que c'était des caries, mais en fait, c'était de la fluorose que j'avais en fait depuis très longtemps. Mais bref, et elle m'a dit que j'avais aucune carie, voilà. Donc c'est là que je me suis dit, bon, bah, se brosser les dents, on en fait tout un foin, mais finalement, c'est peut-être pas si important. Et j'ai par la suite continué, comme je disais. Jusqu'à l'été dernier à peu près à me brosser les dents peut-être 1 ou 2 fois par mois ou trois. Et alors j'ai fini par avoir une carie, mais une carie sous un composite d'une prémolaire. Et alors, cette carie, voilà, je me demande toujours d'où elle est sortie. Si c'était parce que je me brossais pas les dents, pourquoi juste cette dent et pas toutes les dents, hein? Si on écoute les dentistes, on se brosse pas les dents ou 2 fois ou 3 fois par mois pendant 5 ans, on a la bouche toute pourrie avec toutes les dents qui tombent. Bon, c'est encore un mystère. J'ai vu plusieurs dentistes deux qui me disent que ça devait être une vieille carie qui avait été soignée mais mal soignée et du coup les bactéries se sont relancées sous le composite et ça a rebouffé la dent. Ça, c'est une option. Le dernier dentiste que j'ai vu, il m'a dit mais non, parce qu'une carie, ça pousse en moins d'1 an, donc c'est pas possible. C'était une vieille carie qui redémarre 10 ans après. Bon, personne n'est vraiment d'accord sur ce sujet-là. Après, moi personnellement, je pense, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai vu ce chapitre dans le bouquin, donc j'arrive pas à retenir son nom, là, de la santé dans votre bouche, où il parle de stress. Et en fait, moi, j'ai commencé à avoir cette carte, en tout cas à la sentir, il me semble que c'était début 2022. Il me semble que c'était ça, début 2022, sachant que j'ai très très mal vécu les histoires de 2020, 2021 avec les confinements et les obligations et tout ça. J'ai eu énormément de colère, énormément de stress, énormément de peur pendant ces années-là, comme jamais dans ma vie, hein. Ça m'a mis beaucoup beaucoup la pression et je suppose que, et puis en plus, c'est à peu près l'époque où j'ai lancé ma boîte aussi, donc j'avais pas mal de stress, beaucoup de boulot, enfin c'était, voilà, beaucoup de émotionnellement, c'était compliqué. Et je me demande si c'était pas en fait causé par le stress. Et j'ai notamment un ami, parce que j'avais une très bonne alimentation, hein, j'étais dans la meilleure santé de ma vie jusque-là. Enfin, il y avait rien qui pouvait vraiment expliquer cette carie. Et j'ai récemment un ami, pareil, qui a eu beaucoup de gros soucis de stress, etc., qui mange très très bien. Et il m'a dit, il est allé chez le dentiste, il lui a trouvé de caries. Et il me dit, mais moi je pense que c'est pareil, c'est au niveau du stress. Alors moi je pense que les caries, alors le sucre, effectivement, la mauvaise alimentation, comme l'explique Price, mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment le stress.
et émotionnel, psychologique, mais aussi le stress physique. Parce que, donc, toi, tu disais que tu as remarqué, c'est beaucoup les adolescents, enfin, le passage d'ado à adulte où les gens développent des caries. Euh, Peut-être, je sais pas trop, mais dans les questions que je pose à mes clients quand je les en consultation, parmi les questions que je leur pose des questions sur la bouche, s'ils ont des dents dévitalisées, s'ils ont des caries, s'ils ont eu des caries, à quel moment de leur vie, etc. Et quasiment tous, ils me disent, bah, quand j'étais petit, oui, mais maintenant, non. Ou alors, c'est rare à l'âge adulte d'avoir des périodes de caries. Et ma supposition, c'est que, alors, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de stress. Je pense que on est très résilient et on se rend pas vraiment compte parce on est plein de joie, plein de vitalité, etc. Donc, on se remet très vite des traumatismes d'enfance, entre guillemets. Mais je trouve qu'être enfant, c'est quand même très stressant parce on fait pas ce qu'on veut. On est tout le temps contrôlé. On nous dit tout le temps quoi faire, quoi pas faire. On est tout le temps frustré. Et ça doit être un énorme stress. Moi, je sais que si j'avais quelque chose dans ma vie qui m'oppresse, comme des parents quand on est enfant, je supporterais pas, hein. Et pour moi, ce serait une énorme source de stress. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai très mal vécu les confinements, etc. Qu'on m'interdise de bouger, de faire ce que je veux. C'est ultra stressant. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est pas si reposant que ça d'être enfant. Et donc ça, stress psychologique. Après, ça dépend aussi de la chance ou de la malchance des parents qu'on a. Et après, stress physique, où le corps, il est dans une période de sa vie où il faut qu'il se construise et qu'il se fabrique et qu'il grandisse et qu'il se développe super vite en quelques années. Et donc, ça demande énormément de nutriments au corps. Et donc, c'est un gros stress vraiment physique pour le corps. Et du coup, là, il va mettre les nutriments, les minéraux dans le plus urgent et du coup bah, les dents peuvent en pâtir à cause de ce stress qui bouffe les nutriments et qui peut du coup faire que ça donne des caries. Donc stress physique, stress psychologique. Pareil, j'imagine quelqu'un qui a une grosse maladie ou un gros accident de voiture qui se retrouve dans le coma, etc. Ce serait intéressant de voir si ça cause des caries, ce genre de stress aussi. Parce que voilà, pour faire face au stress, le corps a besoin d'énormément de ressources. Il puise énormément dans ses réserves. Donc voilà, c'est une hypothèse que j'ai, mais évidemment, ce n'est que Je mon suis hypothèse. d'accord avec toi hein, sur le stress. Après, oui, je suis plutôt d'accord avec toi sur le stress. Parce qu'on a aussi ce cas-là, enfin, il y a des histoires comme ça, et c'est pas systématique quand les femmes sont enceintes. Des fois aussi, il y a des Et, décalcifications. bah, et oui, elles doivent nourrir un autre être en plus d'elles-mêmes. Alors il faut une alimentation ultra riche en nutriments. Et Price en parle beaucoup dans son bouquin d'ailleurs. Est-ce que c'est uniquement physique ou est-ce que c'est psychologique? Ah, peut-être les deux, ouais. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, il me semble que dans le bouquin j'oublie tout le temps son nom, il parle à un moment de la relation avec, avec les hormones. Bon, j'ai que feuilleté hein, tout à l'heure, donc, mais il me semble qu'il a un chapitre où il parle justement du lien entre les caries et le système hormonal. Mais ouais, tout type de stress, hein, je pense effectivement, doit vraiment jouer. Mais en parlant de ça, je ne sais pas si tu as entendu parler de ces dentistes qui pratiquent la dentosophie. Non. Non? D'accord. Ça me dit vaguement quelque chose, mais ça m'intéresse. Personnellement, c'est ce genre de dentiste, je pense, vers qui je m'orienterais si je devais voir un dentiste. C'est des dentistes qui voient au-delà des trucs basiques qu'ils apprennent à l'école. En fait, c'est une. Bon, je connais pas exactement, hein, j'ai juste regardé et puis j'ai entendu un dentiste qui parlait de ça. Il y en a un qui est en Suisse, j'ai oublié son nom, mais si vous tapez dentiste dentosophie, il y a des dentistes en France aussi qui font ça. Et en fait, c'est l'interprétation par les dents. Enfin, en fait, en regardant les dents, la dentition d'un enfant, par exemple, ils peuvent voir quels soucis psychologiques ils sont en train de traverser. Enfin, en fait, ils racontent que la disposition des dents ne tient pas au hasard, ni même seulement à la malnutrition, mais à l'état psychologique, émotionnel, etc., que les enfants, puis les adultes traversent. Et donc, voilà, ils ont une approche beaucoup plus intéressante, je trouve, de la dentisterie que juste voilà, ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, je pense qu'ils sont ouverts et qu'ils doivent s'intéresser possiblement aux problèmes ça, j'en sais rien, mais j'imagine, aux problèmes de dents dévitalisées. Ouais, ouais, voilà. Bon, c'est pour moi, ça revient à ce que j'ai dit sur les dentistes dits Ouais. non praticiens. C'est-à-dire, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Mm.
il y a le docteur Roth qui a fait des grilles, des classifications, des choses comme ça. C'est toujours intéressant. Moi, ça Mais me ça veut laisse. pas dire qu'ils s'y connaissent en dents dévitalisées, ouais. Non, mais oui, c'est ça. J'aimerais bien que ces gens-là, mais ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, ça me laisse un peu sur ma faim, quoi. Je- Hmm. si je veux faire parce que j'ai envie de faire un pas vers eux, je dis, OK, c'est bien qu'il y ait possiblement des prises de conscience et ainsi de suite. Quand quelqu'un souffre, c'est pas facile par une explication comme ça. Enfin, je vois rarement des gens qui obtiennent des résultats, quoi. C'est ça qui m'ennuie, quoi. Ce qui D'accord. m'ennuie, c'est que si on est dans le champ de la psychologie, moi je trouve ça très très bien. Moi-même, j'essaye de faire des progrès dans ma psychologie. Bon, et j'ai comment dire, j'ai des axes pour ça, hein, sur lesquels je travaille. Je pense comme chacun, enfin, tous les gens toi comme moi, et je pense que ceux qui nous regardent, je pense qu'ils sont enfin, j'espère, enfin, je pense qu'ils sont conscients qu'il y a trois axes importants dans la santé, c'est-à-dire il y a l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie. Bon, après, il peut y en Hmm. avoir un quatrième qui est la spiritualité, et ça, c'est le problème de chacun, voilà. Hein. Donc voilà, donc il y a ces trois axes-là. Donc après, si on est dans le champ de la psychologie, parce qu'évidemment, il y a eu plein de livres comme ça qui disent, oui, telle dent, elle Hmm. est liée à ceci, telle dent, elle est Ouais, liée ouais. à ça. Voilà, c'est ça. Même dans la médecine chinoise, hein, ils le Oui, mentionnent. oui, Hmm. oui. Mais le truc de Roth, c'est ça. C'est-à-dire, pour chaque dent, il te dit quel méridien chinois, machin, ainsi de suite. Il te donne D'accord. les diathèses, il te donne Hmm. les oligo-éléments à prendre, ainsi de suite. Oui, mais ça résout rien Hmm. pratiquement, quoi. La médecine conventionnelle, elle a ses problèmes, mais je trouve que la médecine, des médecines dites naturelles, il y a des moments, je vois les gens, je dis, mais quels sont les résultats, quoi? Hmm. Ouais. Les résultats. Bon, donc on est encore à la recherche d'un dentiste voilà, qui s'y connaît en dents dévitalisées. Je sais pas si c'est un syndrome ou d'un truc qui s'appelle le NICO, hein, je suppose. Il peut y avoir des suites d'extraction dentaire qui sont difficiles à traiter. C'est-à-dire qu'extraire une dent, ça comporte aussi le fait de bien nettoyer derrière. Oui, oui, c'est ça. Et que du coup, il dit qu'il peut y avoir des infections qui appellent Voilà. cavitation, quoi. Ouais. Alors, ça peut être intéressant. Enfin, si tu peux voir le film, il y a des choses comme ça. Il y a plusieurs médecins qui parlent dedans Mm. dans le film. Névralgie induite par une cavité osseuse nécrosée. Mm, mm. Je cherchais la traduction anglaise. C'est pour ça d'ailleurs aussi que de se faire enlever une dent dévitalisée, bon, ben, ça peut aussi entraîner ce problème-là par la suite. C'est pour ça que la personne qui fait ça, je reproduis hein, comment dire, la préconisation de Manning pour les extractions, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut enlever la dent dévitalisée, rincer, faut racler l'os, hein, racler l'os, pour dire de manière Mm. vulgaire, et puis bien désinfecter, quoi. Et donc après, effectivement, ça va se reconstruire. Et donc il existe des, parce que il y a des gens qui laissent des morceaux de dents à l'intérieur. Hein. Donc je suppose que ton amie, Ouais, c'est elle a compliqué. fait un panoramique dentaire. Est-ce qu'elle a fait une panoramique? Je sais pas. Bah, c'était il y a C'est- longtemps, hein. Maintenant, elle a 35 ans, hein. C'était la dernière qu'on lui a enlevée, elle était ado, donc je pense elle sait même pas en fait. Ah ben, je pense que la première des choses, c'est faire un panoramique dentaire et éventuellement faire un cone beam. Tu connais, hein? Non. Le cone beam, euh, c'est un... Parce que le panoramique dentaire, bon, il dit des choses, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'ombres. Tu vois, parce Oui, c'est ça, c'est pas ultra précis, oui. Mm. quand t'as la plaque radiologique qui est là et le tube à X qui est ici, ça balance des X là-dedans. Mais donc, tout ce qui est ici fait une ombre sur ce qui est ici et vice-versa, quoi. C'est-à-dire que, et pareil, quand Mm. on te fait quand le tube à X passe devant, la plaque, elle est derrière. Donc, toute la colonne vertébrale, ben, elle apparaît sur le panoramique. Donc, ça masque des trucs, voilà. Et Mm. donc, il y a maintenant un examen qui est un petit peu plus performant, qui est comme un scanner dentaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose.
et donc, je sais pas, tu connais le principe du scanner, j'imagine. Donc, le Ouais. scanner, c'est un système qui te fait des, des, des radios couche par couche. Et après, il y a un ordinateur qui reconstitue. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, comment ça s'appelle alors ce En scanner? français, on appelle Con, ça un cone BIM. code BIM? CONEBEAM. B, BEAM, ok, code BIM, ok. Et Donc c'est donc, plus précis que la panoramique. voilà, ça peut être plus intéressant pour aller fouiller, hein, parce que dans l'examen dentaire, par exemple, tu verras sur le premier cas qui est dans mon bouquin, on voit que, par exemple, quand le dentiste dévitalise, parfois il fait un trou au-delà de la dent et il va pousser de la pâte dans l'os Mhm. qui reste. Le Mhm. type, hop, il a fait son job. Et donc, ça s'appelle des dépassements de pâte. Voilà. Et bon, qu'est-ce qu'elle va faire, cette pâte dans l'os? C'est pas très Mhm. bien. Enfin bon, l'idéal, ça serait de jamais avoir de caries. Donc, il va falloir quand même que je Mhm. fasse avec, puisque j'en ai quand même eu beaucoup. Mais l'idéal, ça serait de jamais avoir de caries. Donc, c'est difficile, tout ça. Et c'est pour ça que si moi, je suis sans arrêt en train de poser la question. Parce que tu as entendu parler des machines de biorésonance, j'imagine aussi, Mhm. non? Voilà, Si, si, oui. voilà. Donc, tu en as une peut-être, non? Non, 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 j'en ai pas. Non, mais je. Alors, est-ce que j'ai déjà. Non, ah, si, si, je crois que quand j'étais au Costa Rica, j'avais vu un médecin de médecine chinoise qui m'avait fait un truc un peu dans le genre. Ouais. Mais je suis pas sûre que c'était ça. Et oui, j'ai des clients régulièrement qui me disent qu'ils ont fait qui sont allés chez des naturopathes qui en ont et qui ont fait des analyses avec ça. Ouais. Et toujours pareil, mais je dis, mais enfin, est-ce qu'on pourrait arriver, enfin, un de mes buts, ça serait de dire, voilà, la santé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, brosser les dents, par exemple, ainsi de suite. Mais il y a aussi rechercher les foyers dentaires, les foyers infectieux, c'est-à-dire comprendre Mm. que ça peut être un axe pour améliorer la santé des gens, quoi. Écoute, je suis très content. Je te remercie vraiment beaucoup de d'avoir. Bah non, mais c'est moi. Donc, bah, c'est super. On a fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser et même au-delà. Envoyé mon adresse mail. Moi, ça ne me gêne pas que les gens me contactent. Ah bah voilà, donc ça, j'allais te demander aussi parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui auront des questions et qui voudront te contacter pour plus Ouais, de renseignements sur quoi faire s'ils veulent enlever leur dent dévitalisée. Mais du coup, oui, je peux donner ton adresse mail sous la vidéo, ça t'embête pas? merci. Ok, super. Bah, merci beaucoup et à bientôt. Ouais, à Bonne bientôt. journée. Bonne Ciao, ciao. journée.